34 ans n'a disparu que depuis quelques heures, mais sa famille commence déjà à s'inquiéter. Une crainte qui s'accentue lorsque sa voiture est retrouvée abandonnée à plusieurs kilomètres de chez lui. On a retrouvé environ 500 grammes de cannabis. Il y avait des douilles d'un calibre 22. J'ai entendu pas mal d'insultes. J'ai cru que c'était une dispute entre mon voisin et sa femme. Il avait des chaussettes sur les mains. Il voulait l'empêcher de donner des informations à la police. On avait plusieurs suspects. Il a dit qu'on lui avait pointé une arme sur la tête. S'il ne coopérait pas, il pourrait être tué lui aussi. La seule solution était de nous dire la vérité. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle histoire inédite, placée cette fois sous le signe de la cupidité et de la trahison. Quand un mari dévoué, père de 2 enfants, disparaît, la police déploie les grands moyens pour le retrouver. Dans ce cas, elle fait largement appel à la population pour recueillir des informations. Des témoins ont assisté à des scènes étranges. Par chance, s'inspirant de certains héros de séries policières, ils ont soigneusement consigné par écrit tout ce qu'ils ont vu. Ces renseignements seront-ils suffisants aux experts de la police scientifique pour démasquer le criminel? La femme de Danny Wosley a signalé la disparition de son mari le mardi. C'était le père d'une famille très soudée et ses proches étaient très inquiets pour lui. Elle a croisé Danny avec son meilleur ami le lundi matin. Il revenait de chez un concessionnaire moto. Elle a demandé à Danny d'aller chercher l'un de leurs enfants chez son père en fin de journée. Danny avait discuté avec sa femme et il était convenu qu'il aille chercher son fils le soir. Et le fait qu'il n'y soit pas allé était vraiment inhabituel. C'est ça qui prouvait qu'il n'avait pas simplement décidé de passer la soirée dehors, mais bien qu'il avait disparu. Ce soir-là, sa famille a fait le tour de la ville à sa recherche et ils ont retrouvé sa voiture sur le parking d'un centre commercial à Warners Bay. Alors que la police sécurise la zone autour de la voiture de Danny Wosley, elle découvre un autre véhicule appartenant à un homme dont la disparition a été signalée le même jour. On savait que Mark Banks était censé passer en jugement le mercredi suivant sa disparition. Banks allait être jugé pour détention de 18,5 kg de cannabis. Et d'après sa famille, il avait la ferme intention de se rendre au tribunal. Il avait un associé avec un jeune enfant et on savait qu'il s'inquiétait pour lui et que c'est pour ça qu'il voulait se retirer du milieu de la drogue. Il savait qu'il pouvait aller en prison un certain temps à cause de son implication, mais il voulait s'en sortir et se racheter une conduite. Après avoir trouvé les voitures sur le parking de Warners Bay, on a lancé des recherches dans les environs. On a interrogé un grand nombre de commerçants et visionné les vidéos des caméras de surveillance pour nous permettre de suivre leurs derniers déplacements. Au moment de leur disparition, il n'y avait aucun lien entre ces 2 hommes. Mais personne ne se souvient des 2 hommes et aucun d'entre eux n'apparaît sur les caméras de surveillance. Les vidéos de surveillance ne montrent pas le parking et on n'avait donc aucun moyen de savoir ce que Banks et Wosley avaient fait. Les enquêteurs pensent que les voitures pourraient leur fournir des indices. Quand on a découvert les voitures, elles n'étaient pas fermées à clé. Il n'y avait pas les clés à l'intérieur. On a donc procédé à un relevé d'empreintes dans les 2 véhicules. On recherchait des preuves biologiques comme du sang ou des traces de lutte dans les voitures. Danny Wosley est apparemment un homme respectable et un père de famille attentionné. La police n'a donc pas de raison d'associer sa disparition à celle de Mark Banks, qui, lui, est un trafiquant de drogue notoire. Une coïncidence intrigue cependant les enquêteurs. Comment se fait-il
que les voitures des deux hommes aient été retrouvées côte à côte sur un parking. Ne trouvant pas de traces de sang à l'intérieur comme à l'extérieur des véhicules, les experts médico-légaux décident d'approfondir leurs recherches d'indices et ils font bientôt une découverte intéressante. Dans une pochette plastique glissée sous le siège conducteur, il y avait une grosse somme d'argent, 3100 € en liquide. On a creusé un peu plus la question et on a appris par leur famille que Banks et Wosley travaillaient ensemble dans la distribution d'importantes quantités de cannabis dans la région de Newcastle. Étant donné la situation de Danny Wosley, une très bonne réputation, une famille aimante, de jeunes enfants, une jolie maison, pas de passé criminel, on s'est dit qu'il ne devait pas être dans ce milieu depuis très longtemps. Il venait probablement d'entrer dans le milieu, et si c'était le cas, il ne se méfiait peut-être pas assez des gros dealers. À ce moment-là, on a compris que notre enquête ne serait peut-être pas qu'une simple affaire de disparition. Les personnes impliquées dans ce genre de trafic avec de telles quantités en jeu prennent de grands risques. Il fallait agir vite et interroger le plus de personnes possible sur l'endroit où ils pouvaient se trouver. Mais en faisant cela, la police risque de provoquer les trafiquants. Les enquêteurs commencent par interroger tous les amis et membres de la famille de Mark Banks et Danny Wosley. On a rassemblé au plus vite les proches des deux hommes pour dresser une liste de leurs derniers déplacements. L'un d'entre eux est Kevin Naismith. Il se trouvait avec Danny le jour de sa disparition et sa déposition était plus importante. Quand je suis venu chez vous tout à l'heure, vous avez accepté de venir faire une déposition officielle dans nos locaux. On est d'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de Danny Wosley et de sa relation avec Mark Banks? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu pour vous donner des informations qui me causeront peut-être des problèmes, mais étant donné la gravité de la situation, je dois le faire. Je connais Danny Wosley depuis l'âge de 5 ans. C'est mon meilleur ami depuis 25 ans. On a toujours été comme des frères, tous les deux. J'ai rencontré Mark Banks à 2 reprises au cours de ces 6 derniers mois. Danny et lui se sont rencontrés par le biais de la vente de marijuana en grosse quantité. J'ai commencé à vendre de la marijuana avant Noël, c'est-à-dire en décembre 98. Danny m'a dit que je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors on l'a fait. Tout ce que je pensais passait par Danny Wosley. Il prenait mon argent et travaillait directement avec Mark Banks. Il n'a jamais eu aucun problème, ni aucun accrochage. Je sais que ça peut m'apporter des problèmes, mais je vends environ 1 kilo de marijuana chaque semaine. Étant donné la quantité de drogue en jeu, ce n'étaient pas des petits dealers. C'était des intermédiaires. Ce sont eux qui fournissent les dealers dans la rue. Lundi, Danny est venu chez moi vers 10 heures. On a parlé de choses et d'autres. Kevin nous a dit qu'il s'était vu ce jour-là, mais que Danny l'avait quitté aux alentours de midi pour aller faire une transaction avec Mark Banks. J'ai donné à Danny 7500 € en liquide pour qu'il me prenne 1,5 kg. Et il m'a répondu qu'il reviendrait me voir dans l'après-midi ou dans la soirée. Mais je ne l'ai pas revu. J'étais pas trop inquiet parce que Danny est comme moi. Il n'est pas très fiable à ce niveau-là. Je ne me suis pas inquiété jusqu'à ce que sa femme m'appelle vers 23 heures. Parce qu'elle savait pas où était Danny.
Danny vous a dit où avait lieu son rendez-vous? Non, Aucune idée. non. Danny avait l'air inquiet de sortir avec cette somme d'argent sur lui? Oui. Il s'apprêtait à faire une grosse transaction? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre avis? Je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'ils n'ont pas fait de bêtises, qu'ils sont juste partis sur un coup de tête pour quelques jours et qu'ils vont revenir d'un moment à l'autre. Mais je sais que c'est un milieu dangereux. Non, j'ai pas envie d'y penser. Le jour de sa disparition, Danny transportait une somme importante et il avait rendez-vous avec un grossiste pour se procurer de la marijuana. Le témoignage de Kevin Nesmith est capital. Il confirme que la disparition de Danny Wosley est vraisemblablement liée à celle de Mark Banks, les deux hommes étant impliqués dans un trafic de stupéfiants. Tandis que les policiers orientent leurs recherches vers les milieux de la drogue, un événement se produit qui accrédite cette piste. Deux jours après la disparition des deux hommes, un incendie s'est déclaré dans le garage d'une résidence de Charlestown. Et ce garage appartenait à Kevin Nesmith. Quand la police est arrivée sur les lieux, Kevin Nesmith a montré un message sur lequel il était écrit « Méfie-toi, tu es le prochain ». On m'a dit qu'il y avait eu un incendie dans un garage et mon travail consistait à découvrir l'origine du feu. Pendant mon enquête, Kevin Nesmith est arrivé sur les lieux et on a eu une petite conversation. Il était vraiment bouleversé. Il pleurait et il avait l'air très inquiet pour sa famille et ses amis. Il m'a dit qu'il avait été réveillé par des crépitements et que quand il était sorti, il avait vu son garage en feu. Le garage était constitué d'une partie principale qui pouvait contenir deux voitures côte à côte. Et à l'arrière, il y avait une salle où étaient entreposés des jouets et un débarras. Dans l'embrasure de la porte entre la partie principale et l'aire de jeu, j'ai repéré une couverture sur le sol en déplaçant les morceaux de plâtre qui se trouvaient dessus. Cette couverture sentait l'essence, et elle avait été roulée sur toute la longueur, probablement pour en faire une mèche et conduire le feu d'un endroit à un autre. À différents endroits, le béton était complètement effrité. C'est un phénomène qui est dû au réchauffement très rapide de la moisissure à l'intérieur du béton, ce qui laisse supposer qu'un accélérant a été répandu à différents endroits dans le garage. La présence de 3 bidons d'essence de 5 litres confirme la première intuition des experts. Il s'agit d'un incendie criminel. Notre première intuition a été qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans la disparition de Danny Wosley et de Mark Banks, et que ces personnes menaçaient Kevin Nesmith pour qu'il arrête de donner des informations à la police en lui disant qu'il pourrait bien être le prochain sur leur liste. Cette succession d'événements laisse penser aux enquêteurs que les deux hommes portés disparus ont dû être exécutés par des parrains de la drogue. Kevin Nesmith, le meilleur ami de l'un d'entre eux, a fourni des informations à la police. Et il a été aussitôt la cible de menaces et d'un incendie criminel. Une organisation mafieuse chercherait-elle à éliminer tous les témoins encore en vie? Le lendemain de l'incendie, Kevin Nesmith nous a dit que Danny et Mark avaient rendez-vous avec d'autres hommes et qu'ils étaient peut-être responsables de leur disparition. Mais il ne nous a pas donné plus d'informations. Soit il ne les connaissait pas, soit il avait peur à cause de l'incendie et du mot laissé devant chez lui. Mais sachant que Danny était son meilleur ami, je pense que s'il avait eu des informations qui puissent nous aider, il les aurait transmises à la police.
Dans un deuxième temps, les enquêteurs décident de rendre l'affaire publique et les résultats sont immédiats. Des témoins ont vu un homme, répondant à la description de Danny Wosley, entrer dans le garage de leur voisin. Ils ont aperçu leur voisin à l'intérieur du garage. Ils pouvaient les voir à hauteur de la poitrine. Ils ont entendu une dispute et quelques minutes plus tard, ils ont vu leur voisin sortir du garage, entrer dans sa maison, puis ressortir avec d'autres vêtements pour retourner dans le garage. À ce moment-là, il était avec une autre personne qu'ils avaient déjà vue chez lui auparavant. On a mené une enquête auprès des autres habitants. À cette époque, j'étais chauffeur de taxi et je rentrais chez moi pour déjeuner. J'étais en train de manger dans ma voiture en attendant le client. Quand j'ai entendu des éclats de voix, c'était deux hommes qui avaient l'air très en colère. Le ton montait de plus en plus. Ma femme est venue à la fenêtre et elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai juste haussé les épaules et la dispute a repris de plus belle. Je ne savais pas sur quoi portait la dispute, mais j'ai entendu pas mal d'insultes. Et puis j'ai entendu des bruits, comme si quelqu'un avait été projeté le long de la porte coulissante. Et je crois me souvenir d'avoir entendu ce bruit 3 fois. J'ai cru que c'était une dispute entre mon voisin et sa femme. Mais les voisins, qui se sont les premiers manifestés auprès de la police, semblent convaincus d'avoir entendu plus qu'une simple dispute conjugale. Les témoins ne se trouvaient qu'à quelques mètres du garage et de la maison où ça s'est passé. Ils ont perçu d'autres bruits qu'ils ont décrits comme les cris d'un homme qui suppliait qu'on lui laisse la vie sauve. Il disait « Je ne l'ai pas fait. S'il te plaît, Kev, le fais pas. » Environ 30 minutes plus tard, les témoins ont vu une personne sortir d'une voiture de sport bleue et entrer dans la maison. Et ces témoins ont pu voir que cette personne était Mark Banks. Ils n'ont jamais vu Danny ou Mark ressortir de la maison de leur voisin. Le voisin en question était Kevin Nesmith, le meilleur ami de Danny Wosley. Selon ces témoignages, Kevin Nesmith aurait tué son meilleur ami ainsi que Mark Banks avec l'aide d'un complice. On savait qu'il y avait Kevin Nesmith, mais aussi un autre homme dont on ne connaissait pas le nom. Les voisins ont vu cet homme repartir avec les voitures de Danny et Mark en fin d'après-midi. L'homme en question s'est absenté environ 15 minutes pour chaque voiture et ce qui a semblé bizarre aux témoins, c'est qu'il portait des vêtements différents à chaque fois. Une fois, il avait des chaussettes sur les mains et c'était comme si cette personne n'avait jamais conduit avec une boîte manuelle parce qu'il avançait par à-coups. On a immédiatement compris qu'il n'avait jamais conduit ces voitures avant. Plus tard dans la soirée de lundi, les témoins disent avoir vu Kevin Nesmith entrer dans son garage avec une sorte de bâche bleue dans les bras. Il est resté à l'intérieur un certain temps. Et l'homme, repéré plus tôt dans l'après-midi, est revenu chez Kevin avec une casquette sur la tête. Les témoins avaient déjà vu cette personne chez Kevin de nombreuses fois. Il venait avec une voiture jaune dorée. On a enquêté et on a réussi à identifier cet homme comme étant Alan Faulkner. Êtes-vous Kevin Nesmith? Tout à fait. J'ai un mandat de perquisition m'autorisant à fouiller votre maison. Je vais vous le montrer. Vous avez de la lumière? Bien sûr. Les choses que nous recherchons concernent un meurtre et la vente de substances illicites. Vous comprenez? Oui.
Juste une question, Kevin. Êtes-vous en possession d'une arme? Non. Au moment où la police pénètre chez Kevin Naismith, Alan Faulkner reçoit la même visite. Inspecteur Dengate, vous pouvez venir? On m'a demandé d'enquêter sur Alan Faulkner. J'ai trouvé cette valise sous le lit avec des sachets remplis d'herbes. On a retrouvé environ 500 grammes de cannabis. Ne touchez plus à rien. Vous êtes en état d'arrestation pour possession de cannabis, vous comprenez? Oui. Comment vous l'êtes-vous procuré? Je l'ai eu il y a environ 2 mois. Par qui? Je peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne le ferez pas? Je le ferai pas. On a aussi retrouvé des munitions d'un calibre 22, ainsi que les vêtements que Faulkner portait quand il est venu chez Naismith. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz... Je l'ai déjà dit. Laissez-moi finir. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? Oui, mais je comprends pas pourquoi. Grâce aux témoignages des voisins qui ont rapporté des bribes de conversation et noté les déplacements des divers véhicules sous leurs fenêtres, l'enquête bascule dans le sens le plus inattendu qui soit. Kevin Naismith, le meilleur ami de Danny Worsley, celui qu'il considère comme son frère et avec lequel il partage tout depuis l'école maternelle, se transforme brusquement en suspect numéro 1. Car il est maintenant établi que les deux hommes se sont violemment disputés dans le garage et que Danny a supplié « S'il te plaît, Kev, ne le fais pas !» Il est également prouvé qu'un deuxième homme est intervenu, qu'il a quitté la maison les mains recouvertes de chaussettes pour ne pas laisser d'empreinte digitale sur le volant de la voiture de Danny. Ce scénario, encore inimaginable quelques jours plus tôt, amène les policiers à accuser Kevin Naismith du meurtre de son ami. Je peux appeler un avocat? Bien sûr. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Une fois qu'on sera à Charleston, je vous expliquerai. C'est une blague. Une amitié de 25 ans, ça veut rien dire pour vous? Kevin Naismith disait être le meilleur ami de Danny et qu'il ne comprenait pas comment on pouvait l'accuser de l'avoir tué. Alan Faulkner est arrêté au même moment. Les deux hommes sont conduits dans 2 commissariats différents pour y être interrogés. On voulait les interroger séparément, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on savait grâce aux témoignages. Et ils n'avaient pas eu l'occasion de se parler ou d'inventer une histoire qui pouvait réfuter les informations qu'on avait. Je vais vous demander de me parler du lundi 16 août. Vous avez vu Alan Faulkner ce jour-là? Oui, après... Mais non, je ne l'ai pas vu lundi, mais mardi. Je suis allé chez Kevin ce jour-là. Il devait être entre 15h et 15h30 quand je suis arrivé chez lui. Je suis resté 10 ou 15 minutes et je suis reparti. Donc vous n'avez pas vu Alan Faulkner ce jour-là? Non. Vous êtes sûr? Je suis sûr. J'avoue que je suis un peu perdu, mais si je me souviens de quelque chose, je vous le dirai. D'abord, on a demandé à Kevin de nous raconter sa version des faits. Quand avait-il vu Danny pour la dernière fois et qu'est-ce qu'il avait fait depuis? Je crois qu'il venait de boire un soda et il m'a dit qu'il fallait que je lui donne mon argent parce qu'il y avait un changement de plan et il fallait qu'il y aille. Il ne m'a rien dit de plus. Je lui ai donné mon fric et il est parti vers 14h. Vers 14h. Une fois qu'il avait fait sa déposition, on pouvait lui dévoiler ce qu'on savait grâce aux différents témoins. On nous a dit que quelqu'un ressemblant à Danny Worsley est venu devant la porte de votre garage.
C'est vrai. On m'a également dit qu'il y avait eu des éclats de voix et que l'homme que nous pensons être Danny Mosley a répété plusieurs fois « je ne l'ai pas fait ». Jusque-là, vous suivez? Oui. On m'a informé qu'il y avait eu une pause au cours de la dispute avant que l'homme identifié comme étant Danny Mosley ne se mette à crier « ne fais pas ça, Kev, je t'en supplie ». Vous me suivez? Oui. On m'a également parlé de 6 bruits correspondant à 2 choses qui entrent en collision. Vous êtes d'accord? Oui. Environ 1h30 plus tard, un homme identifié comme étant Mark Banks est venu frapper à votre porte. Vous me suivez toujours? Vous comprenez? Oui, mais je crois que c'est quelqu'un qui m'en veut vraiment. Les voisins étaient considérés comme des témoins sûrs. Ils n'avaient rien à gagner en donnant ces informations à la police. Ce qu'ils ont vu et entendu était tellement incroyable qu'ils ont décidé de le mettre par écrit. Ils nous ont dit avoir vu des témoins prendre des notes dans une série policière. Et ils se sont dit que c'était probablement le meilleur moyen de se souvenir de ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Pour nous, le fait que ces témoins aient pu nous dire ce qu'ils avaient vu et entendu et à quel moment grâce à leurs notes, c'était une preuve très solide. Même si l'affaire semble résolue, l'avocat de la défense peut encore arguer que ce que les témoins ont entendu et retranscrit n'était qu'une dispute sans conséquence entre 2 amis. Les experts doivent donc inspecter la maison et le garage de Kevin à la recherche de nouveaux indices. Et ils doivent trouver les preuves matérielles qui permettront à un procureur d'ordonner la tenue d'un procès. On était persuadés que Danny Mosley avait été tué dans le garage. Nos recherches se sont donc concentrées sur les preuves scientifiques permettant d'affirmer que Danny Mosley avait bien été tué dans ce garage. 2 douilles d'un calibre 22 ont été retrouvées dans le garage. L'une était dans l'entrée et l'autre sur le sol vers le fond du garage. On a ensuite identifié 5 petits trous dans le mur d'aggloméré du garage. Derrière ce mur, il y avait un arbre, duquel on a extrait une balle. La taille et la forme de la balle correspondaient aux douilles d'un calibre 22 découvertes dans le garage. Il y a un coffre sur l'étagère du haut. Dans la chambre, il y avait un coffre qui n'était pas fermé à clé et qui contenait 2 balles. L'une avait été utilisée et l'autre non. On dirait un étui de 5 cartouches de calibre 22. C'était très important pour l'enquête, parce que Kevin Nesmith avait dit à la police qu'il n'avait pas d'arme à feu. Il y avait donc une incohérence. Pourquoi avait-il des balles s'il n'avait pas d'arme? Il y avait un sac plastique bleu au fond du salon. Et quand on a déplacé le sac, on a découvert une goutte rouge sur les carreaux en ardoise, et ça ressemblait à du sang. On a fait venir un camion de la police scientifique devant chez Kevin Nesmith pour avoir un laboratoire sur place. À chaque fois qu'on trouvait une preuve, elle était immédiatement analysée. Plus tard, on a pu découvrir que le sang appartenait à Mark Banks. À ce stade de l'enquête, tout porte à croire que Mark Banks et Danny Mosley ont été tués par balle. L'étape suivante consiste donc à retrouver les corps, mais face à la réticence de Nesmith, Ce sont que des mensonges. Des mensonges, c'est du n'importe quoi. la police fait pression sur Alan Faulkner. Une personne correspondant à votre description a été vue au volant de cette voiture sur 8 Burn Close. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il doit y avoir beaucoup de gens qui me ressemblent dans le coin parce que c'était pas moi. Or, le soir où la famille de Danny a retrouvé sa voiture abandonnée sur le parking, les voisins de Naismith ont affirmé l'avoir vu entrer dans son garage avec une bâche en compagnie d'Alan Faulkner. Cette information, qui s'ajoute à la découverte de cartouches et d'une trace de sang appartenant à Mark Banks, confirme la thèse de la conjuration. Naismith et Faulkner
ont bien attiré Wolseley et Banks dans un piège dans le but de les éliminer. Une personne correspondant à votre description a été vue ce soir-là vers 21h devant le garage de Kevin Nesmith. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'étais à la maison avec ma femme. Comment? J'étais chez moi. Vous êtes sûr? Vous niez les faits? Oui. Cette personne a été vue en train de traîner une bâche dans le garage avant que la porte ne se referme derrière elle. Est-ce que c'était vous? Non, Donc, vous n'étiez pas là-bas ce soir-là? absolument pas. Plus tard dans la soirée, les voisins voient un 4x4 équipé d'une remorque reculer devant la porte de garage. Le lendemain, le 4x4 ainsi que Kevin Nesmith ne sont plus là. Kevin est contraint de se justifier auprès de la police. Kevin nous a dit qu'il était allé à Williamstown avec Faulkner pour travailler dans une carrière de sable et qu'ils étaient restés là-bas la journée de mardi pour revenir le soir. Qui est votre employeur? Bruce, mais je me souviens plus de son nom. C'était juste un travail au noir. Et je veux pas répondre aux questions le concernant, parce que je veux pas qu'il ait de problème avec les impôts ou ce genre de choses. J'ai trouvé ça bizarre qu'un homme accusé d'un double meurtre refuse de donner le nom de son employeur. Et quand la police lui demande où il s'est procuré le remorque qu'il a utilisé à la carrière de sable, son discours reste le même. À qui était la remorque? À un ami. Quel est son nom? Je préfère ne pas le dire. Je ne veux pas qu'il ait de problème. Pendant l'interrogatoire, on nous a dit qu'un avocat s'était présenté au commissariat et qu'il voulait parler à Kevin. L'interrogatoire a donc été suspendu pour que Kevin puisse bénéficier de ses conseils. Vous voulez faire une déclaration écrite? Sur cette preuve? Oui. Non. Et à partir de ce moment, il n'a plus voulu continuer. Mais Alan poursuit son récit. Et il est prêt à montrer à la police où Kevin et lui ont travaillé ce jour-là. Vous savez que vous n'êtes pas obligé. Vous êtes prêt à le faire? Je ne me souviens plus de l'endroit exact, mais je peux vous le situer à peu près. Je l'ai moi-même emmené sur les lieux où on a retrouvé une autre équipe d'enquêteurs qui avait parlé avec toutes les sociétés d'exploitation de carrière. Et ils nous ont fait comprendre qu'il était impossible qu'Alan Faulkner ait pu travailler pour l'une d'entre elles. On lui a donc prouvé qu'il nous mentait, ce qui veut dire qu'il était coincé et que le seul moyen pour lui de s'en sortir était de nous dire la vérité. On est allé chez lui et il m'a demandé de conduire les voitures quelque part. Vous lui avez demandé pourquoi? Je lui ai demandé ce qu'il y avait et il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose et qu'il fallait éloigner les voitures quelque temps. Des gars l'avaient arnaqué et il s'était vengé. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit d'accord. Et vous lui avez demandé ce qui était arrivé à ces hommes? J'ai pas posé de questions. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire pour être débarrassé. Dites-moi exactement ce qui s'est passé avec la bâche. Quand je suis revenu, il avait ramené une remorque et il m'a demandé de l'aider à porter quelque chose. Il a ouvert la porte et j'ai vu les deux bâches. Elles étaient longues et lourdes. On les a soulevées pour les mettre dans la remorque. Il y avait un peu de sang sur le sol et j'en ai déduit que c'était des corps ou quelque chose qui saignait. Et c'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. En voyant la taille, vous en avez déduit qu'il y avait des corps dans les bâches? Oui, c'est ce que je me suis dit.
Vous savez où sont ces corps maintenant? Non. Si vous le saviez, vous le diriez à la police? Oui. À la fin de l'interrogatoire, Alan Faulkner a été inculpé de complicité pour les meurtres de Banks et de Wosley ainsi que pour différents trafics de drogue. Sa demande de liberté sous caution a été refusée et il a été appelé à comparaître devant la cour de Newcastle le lendemain. Le peu de bonne conscience qui reste à Faulkner, ou plus vraisemblablement sa peur d'être condamné à une lourde peine de prison, le pousse à avouer aux enquêteurs où les corps de Wosley et de Banks ont été enterrés. Stockton Beach est une étendue de sable de près de 20 km de long avec des dunes qui peuvent atteindre les 50 mètres de haut dans certains coins isolés. Quand on est arrivé sur place, Alan Faulkner nous a indiqué un endroit au pied d'une grande dune. Au premier coup d'œil, l'endroit n'avait rien d'extraordinaire. Il y avait une capsule de bière, un mégot de cigarette et ce qui semblait être un morceau de bois brûlé. C'était comme si quelqu'un avait fait un feu de camp. Mais ce n'est pas un feu de camp ordinaire. D'après ce que Faulkner dévoile à l'inspecteur Dengate, c'est aussi un cimetière. Vous avez dit, il est venu me chercher pour aller à Stockton Beach où on s'est garé derrière une dune. On a creusé un trou assez grand pour y mettre 2 corps. Une fois le trou creusé, on a mis les 2 bâches dedans. Jusqu'ici, vous êtes d'accord? Ils ont enterré les 2 corps le mardi matin avant de les recouvrir avec du sable. Je suis resté sur la plage avec mon quad. Il est revenu plus tard dans la soirée avec du bois et de l'essence. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Mardi soir, Nesmith est revenu et ils ont brûlé les corps. Les 2 hommes rentrent chez eux et Nesmith est interrogé par la police au sujet de la disparition de son ami. Mercredi soir, ils y sont retournés et ont découvert que l'un des 2 corps n'était pas entièrement brûlé. Et les corps n'étaient pas entièrement brûlés, alors il les a soulevés pour que je mette du bois en dessous. Ils ont donc été obligés de déterrer les corps et de les brûler de nouveau pendant la nuit. Alan Faulkner nous a également dit qu'il était resté sur la plage pendant que Nesmith retournait mettre le feu à son propre garage. D'après Faulkner, il a fait ça dans l'unique but de s'innocenter auprès de la police. Et il a écrit le mot lui-même pour faire croire qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans la disparition de Wosley et Banks. D'après mes souvenirs, ils sont à peu près par là. Sur cette zone, là où il y a les petits morceaux de bois brûlés. La police doit maintenant vérifier la véracité du témoignage d'Alan Faulkner. Hier, la police a découvert une tombe dans les dunes de sable de Stockton, déterrant un corps sérieusement brûlé et les restes d'un second. On a commencé à creuser et on a découvert un morceau de bâche bleue. En l'examinant, on a retrouvé un morceau de cage thoracique et un reste de crâne avec quelques cheveux dessus. On a fait des radios du corps qui se trouvaient dans la bâche et on l'a identifié comme étant celui de M. Banks. Et on a retrouvé une balle quasiment intacte dans le cerveau et les fragments d'une 2e balle dans la tête. L'examen a montré que la balle était entrée par l'arrière du crâne, ce qui indiquait qu'on lui avait tiré dessus par derrière. Et il n'a peut-être jamais su qu'on lui pointait une arme dessus. En déterrant le corps enveloppé de Mark Banks, la police découvre 2 autres fémurs sur le dessus de la bâche. En prélevant la moelle de l'os et en la comparant avec l'ADN de sa famille, on a pu confirmer qu'il s'agissait des restes de M. Wosley.
On serait en droit de penser qu'après la découverte des cadavres dans les dunes de Stockton Beach, le dossier des enquêteurs est suffisamment étayé pour leur permettre d'inculper Naismith de double homicide. Eh bien, il n'en est rien. Pour être recevable et relier Naismith à la scène de crime sans ambiguïté, le témoignage de Faulkner doit être corroboré par des preuves scientifiques. Chez Kevin Naismith, on a vu qu'un portillon était fermé avec un morceau de corde orange et on a retrouvé cette même corde autour des bâches qui ont été déterrées. Dans un panier à linge, on a aussi trouvé une serviette rouge qui ressemblait beaucoup à la serviette rouge qu'on avait retrouvée dans le sable. Le mégot de cigarette pouvait forcément nous apprendre quelque chose. Et c'est la première chose qu'on a ramassée et envoyée au labo. L'ADN retrouvé sur ce mégot de cigarette correspondait à celui de Kevin Naismith. On avait donc la preuve de la présence de Naismith à Stockton. Et grâce au témoignage d'Alan Faulkner, les enquêteurs découvrent d'autres preuves. Il a emmené les enquêteurs à un autre endroit situé à quelques kilomètres du cimetière. Il leur a montré l'endroit où il avait enterré une boîte de conserve. C'est quoi ces clés? Celle de la voiture de Wosley. Celle-ci? Celle de la voiture de Banks. Mark Banks et Danny Wosley, tous deux âgés d'une trentaine d'années, ont été assassinés au mois d'août dernier. Leurs corps calcinés ont été exhumés des dunes de Stockton. Mark Banks a reçu une balle dans la tête. La cause officielle de la mort de Danny Wosley reste inconnue. Aujourd'hui, le procureur général Wayne Creasy a déclaré à la Cour suprême de Newcastle que Kevin Naismith avait tué les deux hommes parce qu'il pensait qu'il l'avait escroqué dans un trafic de drogue. L'accusation présentera un témoin qui a entendu Kevin Naismith dire qu'il s'était fait escroquer à Sydney et qu'il comptait bien se venger des personnes responsables. D'après Faulkner, Naismith avait l'intention de régler ses comptes avec ceux qui lui avaient volé de l'argent. Faulkner lui avait donné une batte de baseball et il était venu en renfort au cas où les choses tourneraient mal. Wosley et Naismith sont entrés dans le garage pour essayer une arme avec laquelle ils ont tiré dans le mur du garage. Faulkner est de l'autre côté et il entend Naismith frapper Wosley avec la batte de baseball. Et peu de temps après, Banks arrive sur les lieux. Il entre dans la maison par la porte de devant. Ensuite, Faulkner entend plusieurs coups de feu provenant de la maison et il découvre le corps de Banks étendu sur le sol. Les taches de sang sur le sol, les points d'impact dans le mur, les balles de calibre 22 retrouvées dans le coffre et une arme munie d'un silencieux confirment cette version des faits. Il s'ajoute à la serviette rouge, aux morceaux de corde, aux mégots de cigarettes et aux clés des voitures des deux victimes qui, de leur côté, ont confirmé la présence de Naismith sur les dunes, là où les corps ont été brûlés et enterrés. Le témoignage des voisins de Naismith et les aveux d'Alan Faulkner étaient très cohérents. Si Alan Faulkner n'était pas venu nous donner ces informations, les corps de ces deux hommes n'auraient jamais été retrouvés. Pas plus que le mégot de cigarette et toutes les preuves permettant d'inculper Naismith. Il n'aura fallu que 2 heures au jury pour délibérer. Kevin Naismith a été jugé coupable des 2 meurtres. Kevin Naismith pensait qu'il allait prendre le pouvoir du marché du cannabis et il a tué Banks et Wosley pour faire comprendre aux autres qu'il ne fallait pas se moquer de lui. Le juge Justin Dunford a condamné Naismith à 33 ans de prison avec une peine de sûreté de 25 ans. Quant à Alan Faulkner, je n'ai pas cherché à discuter de peur d'être le prochain. condamné pour complicité de meurtre, il est libéré de prison en 2002. Et il a lui-même été tué quelques mois après sa sortie. Depuis,
les familles des victimes de Naismith tentent de redonner un sens à leur vie. J'ai encore du mal à le croire. Je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose comme ça, mais il l'a fait. Le fils de Vic Wosley faisait confiance à son ami depuis 25 ans. Une amitié trahie par un homme avide de pouvoir. J'ai une belle-fille et 2 petits-enfants qui ont perdu un mari et un père. J'ai perdu un fils, et son assassin sera libéré dans 25 ans. J'espère qu'ils n'ont pas fait de bêtises et qu'ils sont juste partis sur un coup de tête pour quelques jours et qu'ils vont revenir d'un moment à l'autre. Mais je sais que c'est un milieu dangereux. Non, j'ai pas envie d'y penser. Kevin Naismith ne pourra espérer une liberté conditionnelle qu'à partir de 2024. Dans la prison où il se trouve désormais enfermé, Kevin Naismith repense-t-il parfois à la conversation qu'il avait eue avec les policiers quand il feignait de s'inquiéter du sort de son ami? Oh, il dispose d'au moins 25 ans de tranquillité pour y réfléchir. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je vous retrouve prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.